Bon matin à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par 100% numérique. Je me présente, je suis Laure Petitgros, chargée de projet. Avant de débuter le webinaire de ce matin, laissez-moi vous résumer un peu le projet si vous ne le connaissez pas. 100% numérique est un service d'accompagnement numérique gratuit puisque c'est financé par la Ville de Québec. Ça a été mis sur pied par l'OBNL Québec numérique déjà en 2018. Donc, que ce soit pour le diagnostic de votre présence en ligne, la gestion des réseaux sociaux, le service d'accompagnement s'adapte vraiment aux besoins de chaque entreprise. Je vais mettre le lien de notre site web dans le chat. Donc, si vous désirez en apprendre davantage et même vous inscrire à notre programme d'accompagnement, vous pourrez le faire. La conférence de ce matin est en mode webinaire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat en sélectionnant bien sûr conférenciers et participants pour que tous les participants puissent lire vos questions. Ce matin, lors du webinaire, nous allons nous concentrer sur la vente en ligne, le phénomène de 2020-2021. Donc, si vous ne vendez pas en ligne, j'imagine que vous êtes sur le point de le faire. Vous pourrez identifier les erreurs fréquentes lorsque vous proposez des produits et services en ligne. Donc, pour animer cette conférence, je vous présente Maude Lavoie. Bon matin, Maude! Bon matin! Depuis 2007, Maude a accompagné plus de 300 entreprises à faire leur place sur le web avec des solutions adaptées à leurs besoins. Elle est spécialisée depuis 5 ans avec la plateforme Shopify. Elle aide les marchands à saisir les opportunités à vendre en ligne plus facilement et à considérer le lien au cœur de le client au cœur de la stratégie commerciale. Je vous souhaite une super conférence. À toi, Maude. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Comme Laure l'a si bien dit, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat. Je vais les prendre en cours de route. Puis sinon, s'il y en a qui pop plus tard en cours de route, je vais en prendre aussi à la fin. Donc, ce matin, le plan de match, c'est de voir quelles sont les 10 erreurs les plus fréquentes que vous commettez peut-être en ligne. La réalité est que vous, comme entrepreneur, vous arrivez, vous avez vos œillères, vous voulez parler de certaines choses qui vous sont chères à vous, mais est-ce que c'est la même chose qui est aussi chère à vos clients? Ce qui est important, c'est de se mettre dans leurs souliers et c'est ce que je vous propose ce matin. Petit aparté, merci Laure pour la présentation. Juste ajouter que de mon côté aussi, j'adore l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur depuis 2007, donc depuis presque 14 ans. Et je suis très impliquée aussi au niveau entrepreneurial, impliquée au niveau d'un local de coworking et impliquée aussi, j'ai été pendant plusieurs années sur le CA d'un réseau de crédit, d'un organisme de crédit communautaire, pardon. Donc, des entreprises, des problématiques, des réalités d'entreprise, j'en ai vu, même si je ne les vis pas nécessairement, moi, dans mon quotidien. Puis, mon objectif à moi dans la vie, c'est d'aider toutes les entreprises à prendre leur place qui peuvent aller chercher sur le web et de briller. Au Québec, on a plein de magnifiques entreprises qui méritent d'aller chercher plein de clients partout à travers le Québec, le Canada et pourquoi pas le monde. Donc, c'est parti. Premier rappel sympathique que j'ai goût de vous proposer ce matin. Rappelez-vous que quand vos clients vont magasiner en ligne sur votre site web, ils sont toujours en train de faire deux choses en même temps. Soit regarder votre site web et possiblement brasser de la sauce à spaghetti ou quelque chose du genre. On est toujours en fait, on n'est jamais 100% concentré. On est toujours en train de faire autre chose, que ce soit surveiller les enfants, que ce soit, on est toujours en train de faire deux activités en même temps lorsqu'on magasine en ligne. Ce qui fait que notre attention, elle est vraiment réduite et vraiment raccourcie. Ce qui fait qu'on doit être très, excusez l'anglicisme, mais straight to the point. Donc, d'aller direct au but et de ne pas se casser la tête à essayer d'amener notre visiteur de midi à 14 heures, de visiter toutes les pages de notre site web. Il arrive, il y a un besoin. Il n'est pas tout là, donc répondez-lui, s'il vous plaît. Première erreur, on identifie mal les besoins des clients. Le premier réflexe que les gens vont avoir, c'est d'indiquer dans Google leurs questions. Vous le faites vous-même, pas dans votre propre vie. On demande à Google et Google a habituellement la réponse. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir ce que vos clients indiquaient dans Google comme question? Qu'est-ce qui se pose comme question par rapport à votre produit, votre service, votre entreprise, etc. Donc, si on Google le nom de votre entreprise, vous êtes supposé sortir, mais les gens ne vous connaissent possiblement pas. Vos nouveaux clients, en tout cas, ne vous connaissent pas. Donc, ils vont chercher un besoin, ils ont un problème. S'ils tapent ce besoin-là, ce problème-là, est-ce que vous sortez dans Google? Il y a des phrases qui vont être faciles à identifier
Il y a des éléments qui vont être faciles à identifier, mais il y en a d'autres parfois qu'on n'a aucune idée que les gens posent à Google. Et j'ai un magnifique outil à vous présenter qui s'appelle Uber Suggest ou Uber Suggest. Cet outil-là est gratuit, mais il y a possibilité d'avoir la version payante. En fait, ça coûte 300 $ à vie. Donc, c'est un 300 $ puis après ça, c'est fini. Sinon, dans la version gratuite, on peut faire 2 recherches ou 3 recherches par jour. Le problème, c'est quand on commence à utiliser cet outil-là, c'est très addictif. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut taper un ou des termes dans ce logiciel-là, dans cet outil-là, pour avoir une idée de qu'est-ce que les gens ont mis dans Google. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, c'est des jouets en bois. Donc, si je tape jouets en bois, ben, les gens ont cherché, oui, jouets en bois, mais jouets pour bébé, coffre à jouets en bois, des jouets en bois à Montréal, jouets en bois Ikea, coffre à jouets en bois Ikea. Vous voyez toutes les variations qui sont autour du terme ou des termes jouets en bois. Donc, si vous faites cet exercice-là avec vos produits, avec vos services, vous allez très possiblement avoir des surprises. En fait, des bonnes surprises, des éléments auxquels vous n'aurez pas pensé. Ce qui fait que ça va vous aider à comprendre les termes que vous devriez mettre dans votre site web. Parce que Google, en fait, pour donner la bonne réponse, c'est qu'il s'attend à trouver un site web qui contient la question ou les mots-clés et qui va contenir aussi une réponse. Donc, en ayant une idée de ce qui est indiqué ici, dans Uber Suggest, qu'est-ce que les gens tapent dans Google, ça vous indique, ça vous permet de vérifier est-ce que dans mon site web, j'ai fait le même exercice. Donc, est-ce que jouer en bois pour bébé, jouer en bois Montréal, est-ce que ces terminologies-là se retrouvent dans mon site, si c'est le cas, ou pas? Je vous invite aussi dans cet onglet-là, regardez, il y a la section questions qui est là, qui est hyper intéressante parce que les gens vont, par exemple, poser des questions. Qu'est-ce qui est mieux entre un jouet en bois ou un jouet en plastique? Qu'est-ce qui est mieux? Certaines recommandations selon vos différents produits, différents services. Et ça va vous aider beaucoup. Ce que je vous invite à faire à partir de là, c'est un article de blog. Vous allez vous rendre compte, en fait, à travers toute cette présentation-là, que ce qu'on veut, c'est répondre à des questions puis juste leur donner sur un plateau d'argent ce qu'ils attendent depuis longtemps. On a une question par rapport à la présentation. Laure, moi, j'ai pas de problème à la partager, donc on pourra la transférer ensuite sans souci, effectivement. Puis ça vous évite de devoir tout prendre en note ce que je dis. Je sais que je parle un petit peu vite, mais ça va vous réveiller en ce mardi matin. Donc voilà, fait qu'Uber Suggest, magnifique outil. Vous ne regretterez pas votre investissement si vous décidez de payer pour ça, ou sinon, ben, vous pouvez y aller à tous les matins, faire 3 petites recherches par jour. Vous pouvez exporter en format Excel ou CSV, ou encore, ben, vous pouvez vous prendre un document puis noter les questions, les éléments qui reviennent et que vous devriez vous assurer de mettre dans votre contenu. Prochain élément, la page d'accueil est surchargée et il y a un slider dessus. Je sais, c'était une mode, les fameux carousels, les images qui déroulent, on aime tout ça, c'est cute. Le problème, c'est qu'on a le réflexe de vouloir mettre beaucoup d'informations dans le carousel en se disant ah, les gens, ils vont le voir, mon carousel, puis ils vont l'aimer. Le problème, c'est que les gens voient à 98 seulement la première image. Donc, tout votre contenu pertinent qui se retrouve à la suite, ils ne le voient jamais. Donc, déjà en partant, si vous avez un slider sur votre site web, je vous invite à l'enlever et à vous concentrer sur votre message le plus important, le plus crucial, votre produit, votre service, la vitamine, la solution que vous offrez à votre client, de vraiment capitaliser là-dessus. Je vous montre un exemple, juste avant ça, en fait, ce qui est important, c'est de simplifier. Donc, en 5 secondes, les gens doivent savoir ce que vous vendez. Des fois, on se fait des belles petites phrases cute, des beaux petits slogans. C'est le fun, mais la réalité est que les gens y arrivent, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'un produit, ils ont besoin d'un service, ils ont besoin là. Donc, votre mission d'entreprise, oui, mais en fait, moi, la question quand j'arrive, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que tu réponds à mon besoin, oui ou non? J'ai besoin d'un, je sais pas moi, une nouvelle sorte de shampoing, j'ai besoin de nouveaux vêtements, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, tu sais, on va vraiment, en 5 secondes, qu'est-ce que je veux? Est-ce que tu réponds à mon besoin? Oui ou non? Ensuite, le pourquoi. Quelle est votre proposition de valeur? Vous avez très certainement des compétiteurs dans votre domaine d'activité. En quoi votre produit ou votre service se démarque de la compétition? C'est pas de dire que vous êtes meilleur que les autres, mais c'est de montrer pourquoi. Quelle est votre plus-value? Par exemple, votre produit est 100% fait au Québec, vous créez des produits sans allergènes, vous faites des produits sans, je sais pas, sans ci ou avec ça, tout dépendant de votre type d'activité. Et des fois, on va dire, ben, ce produit-là est exempt, ces services sont exempts de tel truc ou sont avec
tel autre élément. Donc, pourquoi? Pourquoi les gens aiment votre produit? Qu'est-ce qui revient dans les commentaires sur Facebook, par courriel, sur peu importe, tous les commentaires que vous avez, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui est l'élément que les gens aiment et mettez-le de l'avant. Autre chose aussi, le qui. Souvent, on va être très gêné. On ne voudra pas trop se mettre de l'avant, surtout s'il y a des travailleurs autonomes dans la salle. Souvent, on est gêné, on va parler au nous, puis on n'osera pas trop. On veut avoir l'air d'une grosse gang pour avoir l'air super hot. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Les gens, surtout en ce moment avec la pandémie, les gens se sont retournés vers le Québec, se sont retournés vers les entrepreneurs, les petits artisans. Ils nous aiment d'amour, ils vous aiment d'amour. Donc, ne soyez pas gênés de montrer qui vous êtes, qui est derrière cette entreprise-là, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure-là. Ça va donner beaucoup de valeur à votre entreprise, que vous soyez 5, que vous soyez 1, que vous soyez 25. Le comment aussi. Donc, ça peut être de donner des trucs ou des astuces rapidement. Donc, c'est quoi les avantages de ce produit-là? Tu l'utilises de cette façon-là et ça va te permettre d'avoir tel bénéfice. Pensez tout le temps, moi, ce que j'aime mes clients, c'est la vitamine. Donc, c'est quoi la vitamine? Qu'est-ce que vous apportez comme solution à votre client? Qu'est-ce qui va faire qu'au bout du compte, il va être content d'avoir acheté votre produit, il va le considérer comme un investissement et de le mettre de l'avant dès le départ. Le bonus aussi, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le 1 qui clique dessus à 89 mais non pas à 98, pardon. C'est la première image. Enlevez ça, le slider. Gardez juste la première image, le message clair et efficace, direct au but, et on est parti. Je vous montre un exemple ici qui est la Méduse. C'est une entreprise aux îles de la Madeleine avec qui j'ai travaillé, qui avait le fameux slider en entrée et on a complètement refait la page. Ils font des créations en verre soufflé, c'est magnifique ce qu'ils font, vous irez voir. Puis, ce qu'on a fait pour essayer d'expliquer le message, c'est de le diviser en 3. Vous voyez, des fois, on peut être créatif en voulant présenter. J'ai besoin de présenter 3 éléments parce qu'on fait 3 choses vraiment séparées. Donc, plutôt que de faire une slide qui déroule puis on a les 3, on est allé en 3 blocs. Ensuite, on a en dessous la mission qui explique qu'est-ce que la Méduse et qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Et ensuite, on a leur produit. Donc, dès le départ, je vois déjà, si je reviens ici, je vois déjà les produits du verre soufflé et ensuite, on a les fameuses méduses. C'est pour ça que ça s'appelle la Méduse et c'est leur produit signature qui est mis sur l'accueil. Ensuite, on a l'art funéraire aussi, qui est une autre portion importante et pas très connue, en fait, de leur service. Donc, on a mis de l'avant. Ensuite, on voit ici, c'est Catherine qui est en train de faire du verre soufflé, qui est là ici. Puis ensuite, on a aussi le portrait des filles. Et on voit ici le magnifique paysage des îles de la Madeleine. Donc, on voit le produit. 2, on comprend c'est quoi les produits particuliers, les produits signatures de la Méduse. 3, on voit qui ils sont, où ils sont et on voit le côté un peu artisanal de ce produit-là. Et on a vraiment toute la mission complète de l'entreprise dès le départ. Vous irez voir si ça va vous donner une idée de comment on fait une page d'accueil qui est efficace et qui nous donne tout sans que ce soit trop lourd. Parce que parfois, on a peur de trop en mettre. Puis on se dit, ben là, ça va être trop lourd. Mais on a le réflexe, quand on va sur des sites web, de dérouler quand même quand on est en recherche d'informations. Quand on sait ce qu'on veut, on va aller dans le menu et on va aller chercher notre produit. Mais quand on est en recherche d'informations, la page d'accueil, elle est vraiment cruciale. Ça nous permet de valider plusieurs informations, à savoir est-ce qu'on va aller plus loin ou pas. On continue. Est-ce que vous vous êtes mis en valeur? En fait, vous n'êtes pas mis en valeur. Est-ce que je peux vous faire confiance? C'est une autre problématique qu'on voit régulièrement. On va beaucoup miser sur le produit, mais on va oublier de dire que nous, vous pouvez nous faire confiance. Là. On ne va pas partir avec votre argent, puis vous allez recevoir votre produit, puis tout va bien aller. Là. Donc, cette portion-là, on l'oublie régulièrement. Et c'est important de mettre quelques petits éléments. C'est pas de dire qu'on est les plus beaux et les plus fins. C'est juste de mettre certains éléments qui vont donner confiance à votre client. On a l'exemple ici de Minimo qui ont rajouté, comme on peut voir, un petit logo du Québec pour dire que c'est imaginé au Québec puis fabriqué au Canada. Et dans la page à propos, on a l'explication avec la belle photo de Valérie qui est là, qui dit ben moi, je suis la maman Minimo, c'est moi qui ai créé ces produits-là. Et elle n'est pas gênée de présenter toute la famille de Minimo. Il y a les parents, le papa, etc. Tout le monde, toute la gang qui est impliquée dans Minimo. Donc, c'est un autre exemple où c'est des petits détails, mais si je dois donner confiance, surtout en ce moment, les gens
Si vous êtes sur des groupes comme J'achète québécois, J'achète local, Panier bleu Québec, etc., les gens vont demander toutes sortes de choses faites au Québec. Donc, si votre produit est fait au Québec, imaginé au Québec, designé au Québec, mettez-le de l'avant, s'il vous plaît. Soyez fiers de vos origines. Soyez fiers de vous parter. Les clients vont être fiers de vous encourager aussi. Prochaine étape, vos fiches de produits sont incomplètes. Le problème des fiches produits, puis ça, c'est habituellement, c'est le premier élément qu'on travaille avec des gens que je rencontre en accompagnement. Je ne peux pas toucher le produit comme lorsque je suis au magasin, donc je dois le comprendre. Et ça, c'est un art qui est difficile, en fait, souvent à faire du côté des entreprises. Donc, je vais vous donner quelques trucs et quelques astuces ce matin. On voit ici le jardin de Julie, une autre entreprise dans mon coin. Elle vend des savons. Donc, c'est quelque chose, un produit qui est bien simple. On dit, mais OK, Google recommande au moins un 350 mots par page de produit pour être bien référencé au niveau Google. 350 mots, c'est quand même beaucoup. Comment on fait pour parler de 350 mots sur les savons? Voici l'exemple parfait. Donc, on a une description claire qui explique qu'est-ce que c'est ce produit-là. Là aussi, on a un bloc vaisselle. C'est l'exemple d'un savon qui est légèrement différent d'un savon traditionnel. On explique qu'est-ce que ça a de particulier, le bloc vaisselle, pourquoi tu vas l'aimer. Et on a aussi à gauche un paquet de photos qui montre le fameux savon à vaisselle en action. Donc, on va plus loin que juste la petite photo sur fond blanc. On a la référence avec les deux mains qui va être à peu près gros comme ça, avec la petite brosse à récurer qui va avec le bloc vaisselle. Puis on a d'autres photos qui détaillent le produit puis qui nous montrent comment l'utiliser. Ensuite, on va voir, dans ce cas-ci, on a fait des tabs, donc des petits onglets séparés qui vont expliquer la description du produit, le mode d'emploi et la fiche technique. Donc, on en parle de notre savon, puis on l'explique, notre savon. Donc, on voit ici, on a la mise en avant des avantages qui est dès le départ. Dans le cas du Jardin de Julie, c'est des produits qui sont vegan, zéro déchet. C'est la mission de l'entreprise, c'est la vision de l'entreprise. Donc, ça, c'est répété sur tous les produits qui s'y prêtent, comme dans ce cas-ci, vegan, zéro déchet, on voit qu'il y a sans phosphate, sans huile de palme, 100% biodégradable. C'est les questions qui étaient posées par Facebook, qui sont posées par courriel. C'est les questions, les éléments que les gens recherchent quand ils veulent acheter ce type de produit-là. Quelqu'un qui va acheter un savon Dove là, à la pharmacie ne se pose pas ces questions-là. Par contre, quelqu'un qui s'apprête à acheter un bloc vaisselle, un produit fait d'un artisan, veut aller plus loin. Il a besoin de plus d'informations. Donc, ensuite, on a toute la description en dessous du produit, puis on voit, là, l'image, elle est peut-être, j'espère qu'elle est assez grosse de votre côté, mais on a des petits liens, donc on voit ce produit, on en profite aussi pour plugger la brosse à vaisselle écologique ou le tampon à récurer biodégradable. Donc, on en profite pour dire, ben, on a ce produit-là, le savon, mais si tu as besoin de la brosse qui va avec ou du tampon qui va avec, on l'a aussi. Donc, ça nous permet de faire ce qu'on appelle du upsell. Donc, pas juste de vendre un produit, mais de vendre des produits qui vont bien ensemble. Ensuite, on a le poids et on a l'explication comme quoi c'est fabriqué au BIC, au Québec, Canada. Dans le mode d'emploi, on va avoir l'explication aussi, à savoir comment ce produit-là est utilisé. Et dans la fiche technique, on a tous les ingrédients du produit, ce qui est important aussi, par exemple, pour les gens qui font des allergies. Autre élément hyper important, puis c'est super simple à faire et ça parle tellement, c'est les fameuses icônes. Donc, du côté du Jardin de Julie, il y a des icônes qui ont été développées pour montrer que c'est biodégradable, fabriqué au Québec, que c'est fait à la main, que c'est pas testé sur les animaux, que c'est naturel, que c'est toujours sans huile de palme, que c'est vegan, zéro déchet. Donc, ces icônes-là sont réutilisées partout à travers le site selon les différents produits, puis adaptées selon les produits. Les icônes comme ça parle. Si je vous ramène au début que les gens ont le réflexe de brasser de la sauce à spaghetti en magasinant le fameux bloc vaisselle parce qu'ils disent quand je vais vouloir récurer mon chaudron de sauce à spag, il va falloir que je frotte. Donc, quand ils vont regarder les icônes, ben là, bon, c'est parfait, si j'ai besoin, c'est facile à comprendre versus le texte qu'on avait comme ici avant. De cette façon-là, en fait, on plaît à deux publics. On va plaire à Google parce que Google, lui, les icônes, il trouve ça bien cute, mais il a faim de mots. Google aime les mots. Du côté de l'utilisateur, il aime lire des mots, mais en même temps, on est toujours un peu, je dis, paresseux. Et on va faire deux choses en même temps.
Donc, les icônes ou la petite liste à puces, comme on voit là, c'est hyper parlant et ça donne beaucoup d'informations avec peu de mots. Donc, on fait une balance. Alors, on a la question de savoir si les sites utilisent Shopify ou autres. Ils utilisent tous. Non, c'est pas vrai. La Méduse, c'est Shopify. Le Jardin de Julie, c'est Shopify. Et Minimo, c'est avec WooCommerce. Donc, des fois, j'ai des Shopify, des fois, j'ai des WooCommerce. Fait que, oui, je suis spécialisée au niveau de Shopify, mais c'est pas parce que c'est en WooCommerce que c'est pas un bon site web. Au contraire, c'est juste, c'est comme les marques d'auto. Il y a des gens vendus Honda, des gens vendus Toyota. Ben, moi, je suis vendue Shopify, tout simplement. Ensuite, si on passe, on finit la fiche de produit, j'ai bien résumé, j'ai tout écrit, c'est clair pour mon client, j'ai répondu à ses questions, j'ai mis des icônes, tout est clair. La prochaine étape, une fois qu'on sait c'est ce produit-là que je veux, c'est la maudite livraison. Et là, je peux dire la maudite livraison parce que c'est autant tannant pour l'utilisateur qui veut pas en payer que pour vous autres qui ça vous coûte malheureusement, ça coûte quand même cher envoyer des colis, peu importe le type de colis. Là. Donc, ça coûte quand même assez cher. Sauf que les frais, on ne veut pas les cacher. On veut les mettre. Puis je sais que ça a l'air un peu contradictoire de dire, ben, tu sais, je ne veux pas faire peur à mon client en lui disant qu'il va falloir qu'il paye 8 ou 10 de shipping. Ben, vaut mieux qu'il l'apprenne tout de suite qu'il l'apprenne trop tard. Parce qu'il va être déçu de Ah, j'aurais vraiment aimé ça me l'acheter, mais 10 pour le shipping ou 8 pour le shipping, je trouve ça cher. Donc, je n'achèterai pas le produit, puis je vais aller ailleurs où je ne paierai pas le shipping. Il vaut mieux miser sur la transparence, puis gagner le client qui, en cours de route, sait combien ça va coûter, sait à combien la fameuse livraison gratuite, puis qui va ensuite passer à l'action. C'est important de l'indiquer clairement dans le haut du site, donc la fameuse petite barre, c'est une espèce de constante qu'on voit maintenant. Ensuite, c'est d'avoir une page de livraison claire avec les détails parce qu'il peut y avoir des exclusions. Par exemple, vous vendez des produits qui sont d'un certain poids ou qui sont, je sais pas moi, qui sont très gros et que, par exemple, quelqu'un à coup de jouac voudrait commander ce produit-là, bien là, ça ne vous coûtera peut-être pas 20$ avec Post Canada, mais ça va peut-être vous en coûter 50 parce qu'il faut qu'il parte en avion. Donc, la page de livraison vous permet d'écrire clairement vos politiques. Donc, ça permet de vous, excusez l'anglicisme, mais de vous backer devant les clients potentiels et aussi dans un cas de livraison en dehors des zones traditionnelles de Post Canada, par exemple, ça va prendre l'avion ou autre chose, ben là, au moins, ça vous permet de, encore une fois, être transparent. Si certains produits peuvent être livrés, d'autres non. Donc, plus vous êtes clair et vous donnez les détails de la livraison, plus ça va être simple. Idéalement, on veut viser aussi d'avoir une charte claire. Idéalement, ce qu'on voit le plus au niveau du e-commerce, c'est de faire ce qu'on appelle des taux fixes, du flat rate. Donc, par exemple, que ça coûte 5 jusqu'à, mettons, 100 Par exemple, 100 c'est gratuit. Des fois, vous allez être perdant, des fois, vous allez être gagnant, je le sais. Mais pour l'utilisateur, tu sais, il a besoin d'avoir une idée à quoi s'en tenir. Donc, il a besoin de savoir que ça va lui coûter à peu près ce montant-là et que plus tard, peut-être que ça va coûter plus cher ou moins cher, tout dépendant là, si c'est un produit spécial, etc. Donc, essayez d'être le plus clair possible, le plus simple possible. On brasse dans tout ce spag en même temps. Donc, si c'est trop compliqué de savoir comment ça va me coûter de livraison, je risque d'abandonner. Il faut être clair aussi avec notre politique de retour, parce que les retours en ligne, c'est toujours plus compliqué. Si le produit est défectueux ou il est brisé, vous n'avez pas le choix de le remplacer selon la loi de protection du consommateur. Mais s'il y a d'autres cas de figure, ben, vous devez lister qu'est-ce qui est un cas de retour correct et qu'est-ce qui est un cas de retour pas correct ou que vous excluez. Et est-ce qu'il y a des frais ou pas? Parce qu'il y a des gens, par exemple, si on passe aux vêtements, les gens vont dire, ben là, je ne suis pas certaine que ce vêtement-là va me faire, donc est-ce que je peux le retourner avec ou sans frais? Vous êtes mieux, encore une fois, d'être transparent. Les gens savent à quoi s'en tenir. Et à cet endroit-là, ben, les gens disent, OK, ben, si je dois retourner le produit, la livraison gratuite ou la livraison, ben, elle n'est pas gratuite, ça va me coûter X montant. Ça peut être un bel endroit dans la politique de retour aussi d'expliquer si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr, contactez-nous. Donnez des moyens aux gens de rentrer en contact avec vous pour poser leurs questions. S'ils hésitent, par exemple, l'exemple des vêtements, je pense que c'est le plus parlant. Là. Ils hésitent entre 2 grandeurs de vêtements. Ben, vous, si vous l'avez en boutique, vous pouvez le mesurer. Vous dites, ben, à la taille ou à la jambe, ou il est telle grandeur. Donc, la personne va avoir l'information avant même d'acheter. Ça fait un super de beau service à la clientèle aussi, comme si la personne l'avait presque essayé en vrai. Petit exemple ici de la compagnie APRT
création. Donc, on voit ici dans la barre d'en haut, donc la livraison est gratuite, commande de 125 et plus. Et on a ici les délais de livraison qui sont indiqués. Ça, avec le COVID, si vous avez eu beaucoup de commandes, c'est possiblement arrivé aussi beaucoup de délais. Donc, c'est important d'indiquer les délais de production aussi. Encore une fois, c'est une question de transparence et c'est une question de donner l'heure juste aux clients. Parce que sinon, si vous ne marquez pas le délai d'environ 2 semaines, ben là, les gens peuvent écrire au bout de 3 jours, ma commande est partie, puis la commande est partie, puis là, 3 jours plus tard, la commande est arrivée. Donc là, ils vont vous relancer. Pour ceux qui font du commerce en ligne et qui ont vécu les délais de production, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas vécu ça, soyez clairs. Ça va vous limiter le nombre de courriels. Ça va être beaucoup mieux pour votre santé mentale. Autre chose aussi, on voit dans cette page-là, on voit les délais avec la petite note pour la COVID-19, que évidemment, là, tout est plus long, que c'est plus long au niveau de Post Canada, plus long au niveau bureau, etc. Et on a les délais aussi au niveau de Canada et les prix aussi. Donc, on voit frais fixes, 2 à 5 jours ouvrables. Ensuite, on a standard et enveloppe, livraison gratuite, etc., livraison rapide. Donc, on a tout le détail et les délais pour chaque colis. Ça, c'est le fun. Je sais à quoi m'en tenir. Ensuite, prochaine étape. La navigation est compliquée. Là, je vais vous faire rire chacun devant vos ordinateurs ce matin. Il n'y a rien de plus simple qu'un site du gouvernement, hein? Donc là, vous ne voulez pas être un site du gouvernement, s'il vous plaît. L'idée, c'est d'avoir une navigation la plus simple et efficace possible et de toujours se rappeler qu'est-ce que mon client a de besoin. Qu'est-ce qu'il cherche comme information? Qu'est-ce qui est pertinent pour lui? Et de bâtir ma navigation en fonction de ça. Moi, je le sais ce que je veux comme client, montre-moi-le. Fais-moi pas chercher. Je veux pas, essaye pas d'inventer des nouveaux mots. Sois clair, simple, efficace et ça va bien aller. Julie qui pose la question concrètement, les infos de livraison sont dans un onglet à part ou dans des onglets dans chaque fiche? Bonne question. En fait, on va faire une page livraison qui va être affichée habituellement, on la met dans le bas du site. Mais dans chaque fiche de produit, c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit onglet, un petit bouton détail sur la livraison. Ça peut être une petite icône qui explique rapidement, un petit icône pour dire livraison. Cliquez ici, puis là, quand tu cliques dessus, tu as accès à la page. Donc, vraiment faire attention, de faire des rappels aussi, effectivement, en cours de navigation. C'était une bonne question, Julie. Samuel qui dit le site de la SNESST et Éducalois sont vraiment bien, mais tu as raison, de façon générale, c'est pas facile. C'est pas facile, les sites du gouvernement, parce que ça n'a pas été pensé pour vous et moi. Ça a été pensé pour les fonctionnaires, puis ça a été pensé selon une structure gouvernementale. Ça n'a pas été pensé pour Maud qui arrive, puis qui a une question sur les taxes. Maud qui arrive, puis une question sur les frais de garde. Maud qui arrive, et qui a une question sur X, Y ou Z. Donc, ça n'a pas été réfléchi comme ça. Ça a été réfléchi sur une structure organisationnelle gouvernementale. Donc, ne soyez pas une structure organisationnelle gouvernementale, mais soyez plutôt une structure qui est vraiment axée sur votre client. J'ai quelques super exemples à vous montrer juste ensuite de la suite. Donc, on a Minimo qui est ici. Minimo, si vous allez voir ce site-là, ils ont beaucoup de produits. Puis, en fait, elle s'est spécialisée dans plusieurs créneaux. Donc, on a des produits pour les nouveau-nés, en fait, pour les nouvelles mamans. On a les produits pour les enfants, des tableaux de routine. On a les tableaux pour les enfants qui apprennent à être propres. On a les tableaux pour les enfants plus vieux. Il y a beaucoup, beaucoup de types de tableaux, beaucoup, beaucoup de types de produits. Puis, à un moment donné, ça venait un peu pêle-mêle. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question. Les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ben, ils vont chercher, entre autres, des ensembles. Donc, on a mis en premier les ensembles découvertes. Donc, là, on a ado de moins de 5 ans, on a le petit écolier motivé, attitude positive, apprenti planificateur. Donc, on a plein de types d'ensembles découvertes sur l'indicateur. Ensuite, on a les magasinés par collection. Donc, les gens, ils arrivent, OK, moi, je cherche un tableau sur la propreté. Donc, on voit qu'il est écrit dans la deuxième colonne propreté, puis que je peux cliquer dessus et avoir accès aux produits. Ensuite, j'ai par clientèle, parce qu'il y a des parents qui se cherchent des produits. On a les futures mamans aussi qui se cherchent des produits. Et il y a des produits pour les éducateurs, les éducatrices et les enseignants aussi. Donc là, des fois, l'enseignant qui l'utilise peut-être à la maison ne sait peut-être pas qu'il y a des produits aussi pour lui, pour utiliser dans sa classe. Et finalement, on a l'âge de l'enfant. Parce qu'entre un tableau pour le nouveau-né ou le tableau pour le 8 ans et plus, c'est sûr que ce ne sera pas la même chose. Donc, on a vraiment détaillé par tranche d'âge selon les tableaux qui peuvent être le plus approprié. Fait que ce qui est bien pour un nouveau client, par exemple, qui, je ne sais pas, moi, commence avec le tableau pour les nouveaux-nés, qui permet de suivre l'allaitement, le changement de couche, etc. Ben après ça, il peut dire, OK, ben là, j'ai ça. Puis après ça, à 2-3 ans, il va avoir d'autres choses. Après ça, à 3-5 ans, il va avoir autre chose. Donc, Minimo m'accompagne au moins jusqu'à 8-10 ans.
Fait que là, ça me permet d'avoir un beau portrait de ce qui est possible de faire et rapidement de comprendre l'univers de Minimo, tout en me permettant, moi, de facilement trouver ce que je cherche. Ce type de menu-là, on appelle ça un menu qu'on appelle méga menu. Vous en avez sûrement vu régulièrement sur des sites web. Donc, ça permet vraiment de bien structurer mon information. C'est pas toujours nécessaire d'avoir un méga menu, soit dit en passant. On a un autre exemple ici qui est Shop Moi ça. Donc, Shop Moi ça, c'est des boîtes cadeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ou envoyé. Donc, on voit ici dans la boutique, on a les boîtes surprises, les boîtes pour bébé, les boîtes pour elle, les boîtes pour lui. Parce que ça, c'est intéressant parce qu'au départ, on peut croire que les boîtes de Shop Moi ça sont seulement pour madame ou pour les nouvelles mamans ou pour les bébés. Mais non, monsieur aussi peut avoir sa petite boîte surprise avec des petits produits pour la barbe ou à cocktail, etc. On a les exclusivités, on a les articles individuels et les soldes, parce qu'on sait que les gens, ils aiment ça, l'onglet soldes. Des fois, pour tester une première fois, ils vont acheter le solde en premier. Donc, rapidement, je suis capable de dire, OK, je cherche une boîte surprise ou une boîte pour bébé ou une boîte pour lui, puis rapidement, après ça, voir les bonnes boîtes. Parce que si je clique sur tout voir, ben là, j'ai à peu près 150 choix. C'est intéressant, mais moi, j'arrive, j'ai un besoin. Donc, on me répond à mon besoin ici. Prochaine étape, est-ce que vous avez testé votre site web sur un téléphone intelligent? On n'a pas toujours ce réflexion, on travaille en fait de notre côté devant notre ordinateur ou sur notre laptop, notre tablette, et on oublie parfois de le tester sur notre téléphone. C'est bien important parce que si vous faites beaucoup d'actions marketing sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, la grande majorité de votre trafic est sur mobile. Donc, du côté de Facebook, c'est 90% du trafic qui va arriver sur votre site web qui est sur téléphone intelligent. Donc, avez-vous pris le temps de le tester? Ensuite, prochaine question. Est-ce que vous l'avez testé avec, en fait, sans être sur le Wi-Fi? Donc, être sur vos données de téléphone cellulaire, parce que c'est un peu moins rapide que le Wi-Fi. Puis, est-ce que vous avez été plus loin? Par exemple, si vous savez que vous avez un ami qui est dans un coin un petit peu que le signal pogne pas fort, est-ce que vous l'avez fait tester? Parce que sur le téléphone, c'est moins rapide, des fois c'est plus long, les connexions ne sont pas toujours vraiment efficaces. Des fois c'est très bon, des fois c'est moins bon. Donc, c'est important de le tester, de dire que, un, c'est rapide, puis deux, que j'aille des petits pouces ou que j'aille des gros pouces, que je sois capable de cliquer sur des éléments. Parce que des fois, les éléments sont trop petits ou trop rapprochés, puis quand on essaie de cliquer, ben, on clique à côté. Moi, j'ai des petites mains, là, mais si, par exemple, votre client type, c'est un monsieur qui tape beaucoup du marteau puis qui a des grosses paluches, ben lui, il faut que ce soit simple pour lui de cliquer sur des éléments. Donc, est-ce que c'est simple pour l'utilisateur final de cliquer sur les différents éléments pour se rendre au bout de l'opération? S'il a besoin de zoomer, donc de faire l'effet, le petit pinch là, pour grossir, vous avez des améliorations à faire sur votre site web. Donc, c'est vraiment important de vous mettre à la place de votre visiteur puis dans quel contexte il va être quand il va regarder votre site. Il ne sera pas sur l'ordinateur, possiblement. Surtout si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, il va passer sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Donc, il va être sur le téléphone. Est-ce que c'est facile? Oui? Non? À tester. Quelques petites statistiques. Donc, si vous êtes capable de suivre, possiblement qu'en ce moment, au moins 50% de votre trafic va venir des téléphones intelligents. Peut-être plus. Si vous êtes très, très, très actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir du 70%. Sinon, ben, normalement, ça devrait être au moins la moitié. Donc, un visiteur sur deux va être sur mobile. C'est pour ça que c'est hyper important. Et, comme je disais tout à l'heure, au niveau des réseaux sociaux, c'est 91% du trafic en général des réseaux sociaux qui arrive sur mobile. Donc, il faut y penser et il faut le tester. Ce n'est pas tous les mêmes types de connexions, ce n'est pas tous les mêmes types d'appareils. Donc, prenez le temps de le tester. Si vous avez des clients, des amis, de la famille qui peuvent le tester aussi, ça peut être une bonne façon là, de vous rapidement là, tester, voir si ça fonctionne bien. Et fait hyper intéressant, si vous êtes local, et c'est ce que le cas ce matin, on parle d'entreprise du Québec, 70% des recherches qui ont été faites sur Google, sur un téléphone intelligent, vont mener à une action en moins d'une heure. Donc, ça veut dire que 7 visiteurs sur 10 risquent de poser une action. Donc, par exemple, faire un achat, une prise de contact, de se déplacer. Donc, il y a une grande possibilité d'avoir un impact si vous sortez un résultat de recherche sur votre téléphone et si vous avez vraiment, vraiment pris le temps de faire vos devoirs, vous répondez bien aux questions de votre client, vous avez bien fait vos fiches de produits, les gens sur téléphone, ils sont prêts.
sont en train de brasser la sauce à spag, mais ils sont prêts à faire quelque chose, par exemple. Donc, c'est le temps d'être là, de lever la main. Ensuite, erreur numéro 8, le manque d'automatisation. On entend beaucoup parler de l'automatisation, puis là, ça a l'air un petit peu comme les petits robots là, que j'ai mis sur mon image. C'est pas si sorcier, en fait. L'automatisation, c'est qu'on va vouloir remplacer certaines actions que j'aurais posées manuellement via certains outils. Souvent, ça va être, par exemple, on a les fameux chatbots de Facebook. On peut avoir aussi des envois de courriels qui sont faits par des logiciels comme Mailchimp, MailerLite, etc. Donc, on a ici un bel exemple de ça, il y a beaucoup de revenus en fait qui sont manqués par le manque d'automatisation. Plus vous allez automatiser, envoyer des courriels, vous n'allez pas dénaturer votre entreprise, vous n'allez pas la rendre moins humaine. Au contraire, ça va être on va montrer plutôt un souci de suivi du service à la clientèle, de poser des questions, d'aller faire un échange. Donc, c'est vraiment à mettre en place, ça peut être vraiment intéressant. 60 d'augmentation, c'est ce qu'on voit une fois que les gens commencent à mettre en place des automatisations, une augmentation de revenus de 60. C'est normal, en fait, parce que le client le plus facile à avoir, c'est le client que tu as déjà eu. Donc, si vous avez des gens ont passé une première commande et qui apprécient votre produit, ils vont être beaucoup plus enclins à dépenser une deuxième, une troisième fois, d'en parler à leurs amis, etc. Il faut juste leur rappeler qu'on existe. Puis, il faut leur rappeler de la bonne façon. Donc, si vous regardez dans votre boîte de courriel, si vous êtes abonné, par exemple, aux infolettes de Old Navy ou de Gap, il y en envoie comme pratiquement tous les jours, c'est un peu tannant, mais il y a possibilité de faire de l'automatisation, d'envoyer des courriels et des trucs personnalisés sans être trop tannant. Puis, il y a des magnifiques outils qui existent pour ça. Donc, on a MailerLite, Klaviyo et ManyChat. Mailchimp, j'ai fait exprès, en fait, de ne pas le mettre dans cette liste de recommandations-là parce que Mailchimp, du côté, en fait, Mailchimp, c'est chicané avec Shopify. Donc, ça a causé quand même pas mal de problématiques parce qu'avant, on avait beaucoup d'informations dans Mailchimp, mais maintenant, on n'en a plus vraiment. Donc là, puis là, on n'a plus autant de données avec lesquelles travailler pour faire de la fameuse automatisation. Par contre, avec MailerLite, je suis capable d'en faire. MailerLite est le nouveau Mailchimp pour l'instant. Et on a Klaviyo qui est la Cadillac de l'automatisation. Puis on a ManyChat aussi qui nous permet d'automatiser. Qu'est-ce que je peux faire avec ces trois outils-là? Avec MailerLite et Klaviyo, en fait, je peux envoyer des courriels. Par exemple, si je prends l'exemple de Julie au début avec le blog vaisselle. Si on sait qu'un blog vaisselle, ça prend à peu près, je sais pas, 2 mois, 3 mois passer au travers, bien, au bout de 2 mois et demi, je peux envoyer un courriel. Dire, puis, est-ce que tu as aimé notre savon, notre bloc vaisselle? Est-ce que tu peux nous donner tes commentaires? Est-ce que ça a vraiment fait une différence? Est-ce que tu aimes mieux ça que le savon à vaisselle ordinaire, etc.? Donc, je ramasse l'information. 2, j'y rappelle que ben, il a fini son bloc, donc il peut recommander en ligne. Et ça peut venir avec soit, par exemple, un coupon. Ça peut venir avec. On n'est pas obligé de faire un coupon, on peut juste dire ben écoute, clique ici si tu veux recommander. Il y a beaucoup de produits, en fait, c'est des produits qui se consomment et qui se réachètent. Utiliser l'automatisation, c'est hyper important. Je pense au café. Donc, quelqu'un qui boit du café est accro au café. Quelqu'un qui a terminé son café a besoin de café pour sa prochaine journée. Donc, si vous avez une idée du temps de consommation entre deux achats, calculez peut-être quelques jours avant, une semaine avant, ou peut-être même 2 semaines avant, tout dépendant de vos délais de votre côté, pour que les gens ne manquent jamais de votre produit. N'ouvrez pas la porte parce que quelqu'un d'autre rentre et vous vole votre spotlight que vous avez chaudement bataillé. Donc, avec MailerLite, avec Klaviyo, c'est le genre d'information que je suis capable de faire. Je suis capable de faire des infolettes aussi que je peux envoyer à des clients précis. Si, par exemple, j'ai une cliente qui achète énormément de sacs à main, ben, je vais lui proposer, peut-être si j'ai 10 000 produits et des sacs à main, je vais peut-être continuer de lui proposer des sacs à main. Ou encore, je peux lui dire, vous avez acheté tel type de sac à main, on vous propose tel type de souliers, on vous propose telle veste, on vous propose tel produit complémentaire parce qu'on sait que vous aimez ces produits-là et ces produits-là fonctionnent bien en combinaison avec ceux-là. Donc, l'automatisation me permet vraiment de mieux cibler mon client, de comprendre ses habitudes d'achat et de lui donner sur un plateau d'argent ce qu'il attend. Dans sa boîte de courriel, il y a une surprise. Je suis là pour toi. Clique ici pour acheter. Tout va aller mieux maintenant. Tout simplement. ManyChat, ça, c'est quelque chose qu'on ajoute en fait à Facebook. Il y a possibilité de faire d'autres actions marketing avec ça, mais de mon côté, en tout cas, on l'utilise beaucoup du côté de Facebook. Ça permet de répondre aux questions qui reviennent souvent. Si, par exemple,
vous revenez, vous avez souvent les mêmes questions, les heures d'ouverture, comment ça fonctionne, des détails sur un produit. Ben, vous pouvez faire avec ManyChat que quand les gens arrivent sur Facebook pour vous poser la question, il y a des petites bulles. Donc, par exemple, en connaître plus sur notre produit, connaître nos heures d'ouverture, je ne sais pas moi, la livraison, etc. Donc, de donner des choix et donner déjà des réponses. Les gens vont pouvoir vous écrire quand même un paragraphe là, ou quelque chose que vous allez pouvoir échanger avec eux, mais à tout le moins, on peut au moins tester, on peut au moins répondre à une partie de la question qui fait que quand vous arrivez pour répondre à des questions qui sont euh, pertinentes, en fait, qui méritent vraiment votre attention. Parce que si vous faites poser la question 20 fois, c'est quoi vos heures d'ouverture, ça vaut la peine de faire de l'optimisation là-dessus, juste pour vous éviter de perdre 5 minutes à chaque fois, 20 fois par jour. L'idée, c'est de sauver du temps, sauver de l'énergie, qui fait que vous pouvez me concentrer sur d'autres choses. Parce que là, veux pas, j'ai commencé à vous donner des devoirs. Donc, de retravailler votre page d'accueil, retravailler votre navigation, retravailler vos contenus, ça prend du temps. Donc, l'optimisation la plus simple à faire, entre autres avec les automatisations, c'est de donner déjà des choix de réponse, de limiter votre intervention humaine pour certaines questions qui peuvent être facilement répondues. Question de Sophie, est-ce qu'on peut créer nous-mêmes notre site sans connaître Shopify ou nous devons obtenir une formation de base pour y arriver? Ben, du côté de Shopify, c'est assez simple à utiliser. Sinon, il existe des formations en ligne. Vous pouvez taper dans Google des formations Shopify. Il y en a, mais Shopify a été conçu et les autres plateformes de genre ont été conçues pour être facilement utilisables. Ensuite, du côté de Manon, on a est-ce que ces outils sont québécois? Non, les outils ne sont pas québécois. La seule suggestion québécoise au niveau des infolettes, il y a Cyber Impact et Courrieleur. Mais du côté de Cyber Impact, je ne suis pas capable de faire en fait, on est capable de faire des automatisations avec le e-commerce, donc savoir ce que les gens ont acheté, mais ça me demande de rajouter un autre outil de plus avec des frais supplémentaires. Mais sinon, si vous cherchez une option vraiment québécoise, il y a Cyber Impact, ce serait ma recommandation pour remplacer soit MailerLite ou Klaviyo. ManyChat n'a pas, à ma connaissance, d'équivalent québécois. Ensuite, on a Sarah. Donc, est-ce que c'est des services payants ou non? MailerLite est gratuit en bas de 1000. Klaviyo est gratuit en bas de 250. ManyChat est gratuit en bas de, je pense, c'est 1000, en fait, 1000 personnes qui vont interagir avec le robot. Vous voyez toujours, par contre, l'investissement, l'avantage, le temps que vous allez sauver, ça peut valoir la peine de payer pour MailerLite. En fait, ça vaut la peine de payer pour MailerLite et Klaviyo si ça vous ramène des revenus. Donc, si vous faites des revenus par des courriels qui s'envoient tout seul, par exemple, je ne sais pas si votre panier moyen est à 70 par exemple, et qu'en envoyant des courriels réguliers, ben, vous en récupérez 4, 5, 6, ben, votre investissement mensuel en, mettons, 30, à peu près 30 50 tout dépendant du forfait, va valoir la peine. Donc, voyez toujours l'investissement. Oui, il y a l'investissement, mais qu'est-ce que ça peut vous rapporter à l'autre bout? Mais sinon, MailerLite a un forfait gratuit et Klaviyo aussi pour tester. Julie qui dit j'aime beaucoup Cyber Impact, mais en effet, pour les automatisations, c'est un frais de plus. Et effectivement, c'est ça. C'est pour ça que je propose MailerLite et Klaviyo, juste parce que quand tu commences à payer, ben, tu as accès à tout. Ça fait partie du packaging de faire des automatisations, ce qui n'est pas le cas de Cyber Impact, et qu'il n'y a pas un connecteur automatique direct avec WooCommerce et Shopify. Ça prend un autre, excusez un middleman, un entre-deux, un connecteur qui va parler entre Shopify et qui va parler avec Cyber Impact. Ensuite, la différence entre MailerLite et Malavoy. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe pour Klaviyo. Ah, correcteur. Bon, sacré correcteur. En fait, MailerLite, moi, je l'aime beaucoup pour commencer parce que c'est pas trop cher. Donc, si on nous avait, par exemple, 3000 utilisateurs, ça va, 3000 personnes inscrites, ça va coûter à peu près un 30 US par mois. C'est pas trop cher pour tester. Puis, en fond, on se dit, ben, ça nous prend peut-être une vente ou 2 ventes par mois découlant des infolettes pour rentabiliser mon investissement. C'est quand même pas trop pire. Klaviyo est plus cher. Klaviyo, ça va être aux environs de 70 US, mais permet de faire beaucoup plus de choses. Klaviyo, c'est vraiment la Cadillac. J'ai beaucoup plus d'informations. Je suis capable de savoir qui a ouvert l'infolette et passé à l'achat, la valeur moyenne du client. Je sais exactement quel produit il a acheté. J'ai le profil complet du client dans Klaviyo. Fait que ça, c'est vraiment cool pour avoir beaucoup d'informations, beaucoup de données pour bâtir des automatisations ensuite. Mais si vous commencez, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous pouvez commencer avec MailerLite,
ça va être bien parfait. Mais souvent, les gens comme moi en marketing, Klaviyo, on l'aime énormément beaucoup. Là. On est là, ah, Klaviyo, je t'aime parce qu'on a énormément d'informations. Mais MailerLite me permet de savoir la dernière commande qui a été passée, c'est quoi les produits qu'il y avait à l'intérieur, la valeur totale du client, donc combien il a acheté depuis le début, et le nombre de commandes qu'il a fait depuis le début. Oui, il y a effectivement Omnisend aussi, qui pourrait être une autre solution hyper intéressante. J'avoue très honnêtement que j'ai moins travaillé avec lui. J'ai eu plus d'interactions avec MailerLite et Klaviyo, mais Omnisend aussi est une autre solution. C'est pas parce que Omnisend n'est pas nommé que c'est pas une bonne solution, c'est vraiment juste moi mes suggestions. Puis ce que je sais aussi qui se connecte bien avec WooCommerce et Shopify. Oui, sur Shopify, on peut voir toutes les commandes du client. Par contre, quand on est du côté des automatisations, on veut avoir l'information aussi, à savoir qu'est-ce que les gens ont fait pour après ça bâtir des courriels, des séquences. Par exemple, quelqu'un qui a acheté pour plus de 500 va rentrer dans une liste spéciale qu'on va y envoyer un coupon parce que c'est un super client qui a acheté beaucoup, par exemple. Donc, ce que ça permet, c'est que je tire certaines informations pour automatiser des choses de l'autre côté. C'est pas parce que je les ai pas sur Shopify, mais plus que parce que je veux cette information-là pour automatiser des choses de l'autre côté. Parce que sinon, ça implique que je dois aller dans Shopify, identifier les clients qui correspondent aux critères, puis après ça, les mettre dans mes listes, ce qui enlève un peu le côté automatisation. Il faut que je le fasse manuellement. Voilà. Ensuite, on continue. Numéro 9. Vos publications sur les réseaux sociaux sont trop promotionnelles. Je vous apprends quelque chose. C'est pas juste à propos de vous. Arrêtez de pousser juste vos produits. Variez vos publications. Variez ce que vous mettez sur vos pages, sur vos réseaux sociaux. C'est important, en fait, parce que les gens ne veulent pas juste faire pousser des produits. Quand tu fais pousser de la pub, on est comme « Ah non, arrête, tu m'énerves, je veux pas. » Oui, il faut mettre des publications pour pousser des produits. Oui. Mais il faut varier et proposer autre chose. Et je propose ce petit graphique ici qui est fait par HubSpot que j'aime d'amour parce que je crois que ça explique facilement et clairement comment je peux jouer et proposer différentes choses. Donc, du côté de HubSpot, il recommande de varier entre inspirer, divertir, éduquer et convaincre. Donc, selon, de varier dans ces publications-là, on a plein d'idées qu'on voit avec les petites pastilles. Donc, par exemple, des célébrités qui aiment vos produits. Par exemple, je ne sais pas, moi, François Lambert, Daniel Henkel, Céline Dion tripe sur vos produits, ben, on veut le savoir, ça. Sinon, ça peut être, par exemple, des petits quiz, ça peut être des petits trucs, je ne sais pas, il y a une nouvelle tendance, je ne sais pas, il y avait comme le Ice Bucket Challenge, tout le monde s'est mis à faire ça, mais veut pas, ben, c'est cool de montrer que la marque, des fois, fait des quiz ou se décoince un petit peu, montre l'envers du décor, ça donne une autre vision de l'entreprise. Ensuite, éduquer. Donc, expliquer pourquoi vous faites ces produits-là, qu'est-ce qu'ils apportent de plus, puis pourquoi vous avez besoin de ce plus-là dans votre vie. Par exemple, ça peut être un produit, je ne sais pas, alimentaire, peu importe lequel, je ne sais pas, un remplacement pour le sucre, un remplacement ou quelque chose à ajouter dans vos smoothies. Mais pourquoi tu as besoin de l'ajouter dans tes smoothies? Qu'est-ce que ça va donner de plus de l'ajouter dans tes smoothies? Des exemples de recettes pour utiliser vos produits, des exemples d'utilisation de votre produit. Ça peut être de montrer aussi comment les gens, vos clients, utilisent, dans quel contexte, etc. Donc, d'éduquer, de dire, mon produit, là, oui, tu vas l'acheter, tu vas l'aimer, mais voici comment tu peux faire, comment les autres ont fait. Donc, ça permet d'éduquer puis de donner des idées. Quand on donne des idées, bien là, on s'approche de semer la graine finale que les gens vont avoir le goût d'acheter. Et finalement, on a le convaincre. Donc, ça peut être le convaincre par excusez l'anglicisme encore, mais le social proof. Donc, par exemple, des commentaires sur Facebook, des commentaires sur Google, des commentaires sur le site, des courriels que vous avez reçus, des gens qui aiment votre produit. Ça peut être des reviews, par exemple, il y a un journal qui parle de vous, il y a un blog qui parle de vous. Donc, c'est de donner un univers multidimensionnel qui va me démontrer tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, puis pas juste « Salut, je vends ça, je clique ici pour acheter ». Il faut que tu m'expliques pourquoi j'en ai besoin. Tu m'expliques pourquoi j'en ai besoin, bien là, je vais l'acheter. Parce que des super fans, que dès qu'ils vont sortir un produit, ils vont l'acheter, vous n'allez pas en avoir 10 000. Vous allez en avoir quelques-uns qui vont être fans de vos produits, puis que vous pourriez sortir à peu près n'importe quoi, puis les gens vont l'acheter. Mais ce n'est pas la réalité de 80 de votre clientèle. Donc, il faut les comprendre, il faut expliquer, dire pourquoi ils en ont besoin, etc. Benoît qui demande s'il faut une personne attitrée spécialement pour bien gérer tout ça.
C'est sûr que si vous êtes tout seul, là, je vous en rajoute dans votre assiette, j'en suis consciente, mais effectivement, tu sais, puis si c'est pas vous n'aimez pas ça, faire ça, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous savez pas trop par quel bout prendre ça, vous pouvez engager un gestionnaire de communauté, vous pouvez engager des spécialistes en marketing en numérique qui vont vous aider. Donc, par exemple, soit faire un plan, un calendrier de publication ou soit prendre le contrôle pour vous. C'est sûr que c'est pas eux vont avoir besoin de vous quand même. C'est votre entreprise, c'est votre expertise. Vous n'allez pas perdre votre côté humain, vous n'allez pas perdre votre côté personnalisé parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait l'exécution. Ce qu'on veut, c'est vous sauver du temps et de l'énergie, puis vous aider à vous concentrer sur ce qui est le plus pertinent. Entre autres, pour les réseaux sociaux, je le sais que souvent, quand j'en parle en accompagnement, en coaching, les gens sont comme ah, j'ai plus de temps dans ma journée là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc là, on trouve quelqu'un où on se donne des outils. Par exemple, on va se trouver une manière de travailler. Par exemple, de dire, ben, une journée par mois, je vais prévoir tous mes réseaux sociaux pour le mois complet. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de sauver du temps et de se concentrer sur ce qui est important. Mais effectivement, si vous êtes prêt, si vous voulez vraiment rentrer dans la game, ben, vous pourriez avoir effectivement quelqu'un qui vous aide pour vos réseaux sociaux, qui vous aide à rédiger vos infolettes, à faire des automatisations, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui est le plus payant, créer vos produits, créer vos services. Voilà. Tu as eu des super de bonnes questions aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Et finalement, numéro 10, vous ne misez pas assez sur d'autres canaux. Souvent, les gens, ils vendent sur Facebook, sur Facebook, sur Facebook, sur Facebook ou Instagram, Instagram, Instagram. Puis là, ils sont comme comme un tunnel, puis ils ne s'ouvrent pas à d'autres choses. C'est important de vous ouvrir à autre chose. On n'est pas à l'abri que Facebook, demain matin, parte sur une dérape, qu'Instagram parte sur une dérape. Votre clientèle cible, elle est peut-être sur Facebook en ce moment, mais est-ce qu'elle va tout le temps l'être? On ne sait pas. Vous n'êtes pas à l'abri qu'un de vos canaux, en fait, tombe. C'est pour ça qu'il faut travailler, mon référencement pour continuer que Google m'aime. Travailler les réseaux sociaux avec une variété, mais on va vouloir varier sur avoir plusieurs canaux différents aussi, et pas seulement être juste sur une affaire. Donc, oui, je peux être sur Facebook, je peux vendre sur Instagram. Entre autres, vous avez une boutique Shopify, vous pouvez tout faire, ce que je suis en train de montrer là. Donc, sur Facebook, sur Instagram, je peux me connecter avec Etsy, je peux vendre sur Amazon, je peux me plugger sur des groupes. Il y en a plein maintenant qu'on a le droit de faire de la publicité. Profitez-en. Et on a Google Shopping aussi qui existe. Donc, ne vous limitez pas à seulement une chose. Allez étendre vos tentacules pour être présent sur d'autres réseaux, puis que, advenant le cas où, par exemple, Facebook marche moins, bien, vous avez déjà commencé à semer des graines ailleurs, donc avec Instagram, avec Etsy. Peut-être que votre produit se vend bien sur Amazon. On l'aime le démoniser, Amazon, mais si votre produit se vend bien partout à travers la planète, pourquoi vous vous en priveriez? Pourquoi vous vous priveriez comme de faire rayonner votre entreprise québécoise à l'international? Je dis ça, je dis rien. Mais donc, essayez de travailler à vous présenter sur plusieurs réseaux, étendez vos tentacules, ça va vous aider pour le futur aussi. Comme je te l'ai avec Shopify, ce qui est cool, c'est que je peux tout faire ça et c'est synchronisé avec mon même inventaire. Donc, je ne multiplie pas, je multiplie mes endroits où je suis, mais je multiplie pas le nombre de produits ou d'inventaires parce que tout est connecté avec mon Shopify. Donc, l'idée est vraiment de vendre sur plusieurs canaux à étirer. Que pensez-vous de LinkedIn? Sur LinkedIn, c'est une super bonne question parce que sur LinkedIn, en fait, les gens n'aiment pas ça, se faire pousser des produits ou de la pub. On n'est pas là pour ça. Sur LinkedIn, on est là pour faire des contacts, pour échanger. Fait on va là pour me vendre des produits ou des services, à moins que ce soit, par exemple, je ne sais pas ce que vous faites, Madame Villeneuve, mais c'est des services de coaching, peut-être entrepreneurial, peut-être que ça pourrait passer, mais c'est sûr que sur Instagram, pas sur Instagram, sur LinkedIn, le but n'est pas d'acheter des produits, mais bien d'échanger, de connecter avec des gens. Donc, je ne suis pas certaine. LinkedIn, ça peut être une bonne façon de démontrer que vous êtes là, de parler de votre parcours entrepreneurial, de montrer l'envers du décor peut-être de votre entreprise, des réalités que vous vivez, puis de connecter avec d'autres entrepreneurs. Ça peut être cool, mais à quel point on peut vendre avec LinkedIn, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Quel canal qui est connecté avec l'inventaire Shopify? Question de Sarah et Raphaël. Donc, Facebook, Instagram, c'est connecté directement. Amazon aussi. Google Shopping aussi. Etsy, ça prend un entre-deux.
Et il y a Pinterest aussi que j'ai pas mis. Donc, je peux vendre sur tous ces canaux-là et ça va utiliser mon inventaire de Shopify, sauf dans le cas d'Etsy que ça va demander une application supplémentaire pour connecter entre l'inventaire de Etsy et l'inventaire de Shopify. Julie qui rajoute LinkedIn est très bon pour le B2B, mais à long terme. Effectivement, on ne peut pas débarquer là et s'attendre à vendre tout de suite. C'est vraiment du B2B, du développement de business, aller chercher des contacts, étendre son réseau, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va vendre nos produits ou nos services tout de go. Les gens sont là pour vraiment des connexions plus humaines. C'est un peu comme un 5 à 7 de chambre de commerce. Si tu es un peu trop agressif à donner ta carte et vendre tes produits, ça se peut que ça ne marche pas. Donc, mais ça peut être intéressant quand même de juste être là pour montrer une présence. Voilà. Donc, ça fait le tour des 10 erreurs que vous commettez peut-être en ligne. La présentation va être envoyée ensuite, donc vous allez pouvoir revisiter tous ces points-là. Peut-être que ce matin, vous avez des réalisations comme quoi, oups, il y a peut-être plusieurs trucs à travailler. Ne paniquez pas et allez-y peut-être une priorité par mois. Donc, mettons le mois de mars, OK, ben là, je travaille sur mon accueil. Mois d'avril, je travaille sur ma navigation. Mois de mai, je travaille sur mes produits, etc. Donc, on s'est d'aller une priorité à la fois. N'essayez pas de tout faire en même temps parce que je sais que vous êtes occupé, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, une priorité à la fois. Puis, tranquillement, pas vite, vous allez voir, votre site va s'améliorer. Puis, normalement, ça devrait se refléter sur les ventes aussi. Benoît qui demande quel avantage de se battre contre les géants de ce monde, exemple Simon, Zara, etc. Bonne question. En fait, j'aime pas le terme se battre dans le sens où je sais pas qu'est-ce que vous vendez comme produit. Fait que là, c'est difficile de juger vite comme ça, mais en fait, les gens qui vont choisir votre produit, votre service, c'est pas qu'ils sont contre Amazon ou contre Zara. C'est que votre produit apporte quelque chose de plus. Ou ce que vous offrez, il y a peut-être quelque chose de différent. Ça peut être du service à la clientèle, ça peut être, par exemple, l'exclusivité des pièces, ça peut être le fait que vous êtes une entreprise de quartier, que les gens vous aiment dans le quartier. Euh, il y a, c'est pas de le voir, vous êtes contre, mais de voir qu'est-ce que vous avez pour vous. Vendre les vêtements. C'est sûr que les vêtements, c'est effectivement assez large, où en fait, il y a effectivement beaucoup de compétition. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, les gens achètent chez vous? C'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est le choix de produit? Est-ce que c'est les marques? Est-ce que c'est. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, les gens achètent dans votre entreprise? Puis de le transposer en ligne. Je sais que c'est comme vague comme réponse, je m'excuse, mais ce serait la solution, en fait, de ce côté-là que moi, j'ai le goût de proposer. Donc, vraiment, se ramener à mon client, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que je lui apporte, puis capitaliser là-dessus. Donc, c'est pas d'être je suis contre Zara ou contre Simons, mais voici ce que j'apporte, moi, dans la sphère sur Internet. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a beaucoup de produits en compétition. Il y a des gens qui vont ressortir du lot. Je pense à Lambert et ses sacs à main. Juste disclaimer, je suis une super fan de Lambert. Okay? Des sacoches, je peux en acheter partout. J'ai accès partout à des sacoches. Mais moi, j'aime celle de Lambert. Pourquoi j'aime celle de Lambert? J'aime leur choix de couleurs. J'aime le modèle, comment ils sont faits. J'aime que ça soit fait au Québec. Ben, fait au Québec, c'est pas fait au Québec, mais imaginez au Québec. J'aime que c'est une entrepreneur québécoise. Il y a plein d'éléments qui fait que je me sens attachée à elle. Puis quand il y a un nouveau produit, je vais le considérer parce que j'aime la marque, j'aime le rayonnement, j'aime le type de produit. Donc, c'est de voir aussi votre client type, là, votre mode dans votre entreprise, qu'est-ce qu'elle aime, puis de mettre l'accent là-dessus. Ensuite, Christina Fortin, maintenant, est-ce qu'une page questions fréquentes peut être une bonne pratique pour répondre aux questions retrouvées sur Uber Suggest? Oui, 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 oui. Donc, page de questions fréquentes, un blog aussi. Donc, oui, effectivement, oui, 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 à 100 000 à l'heure. Puis, Marie-Josée, keep calm and don't panic. Effectivement, restez calme et ne pas paniquer. Une étape à la fois, vous allez arriver au bout. Je suis très consciente que ce n'est pas votre corps de métier non plus d'être sur le web, mais l'idée, c'est toujours d'améliorer tranquillement, pas vite, votre boutique. Puis là, vous allez voir les résultats. Vous allez commencer normalement à avoir une augmentation de votre trafic, de vos ventes, des commentaires, des commandes récurrentes. Donc là, ça va vous encourager. Vous ne ferez jamais tout ça pour rien. Il va toujours avoir de quoi de positif qui va sortir au bout de tout ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des questions. Ne vous gênez pas, je suis là pour vous ce matin. Si vous êtes prêts à partager des erreurs aussi, allez-y. Sinon, dis-moi, Laure, pendant qu'on attend voir s'il y a d'autres questions, est-ce que ça va être envoyé par courriel, la présentation, c'est bien ça?
Oui, la présentation va être envoyée par courriel, puis je vais vous faire parvenir aussi le lien vers l'enregistrement YouTube. Donc, vous allez pouvoir la regarder à nouveau et valider quelles sont vos erreurs sur votre site Ouais, web. c'est ça. Parfait. Ouais, voir, OK, là, la 1 est faite, je suis rendue à 2, je suis rendue à 3, je suis rendue à 4. Merci, bon, check, check. Ouais, c'est ça. Merci, merci, c'est ça. Puis, hésitez pas non plus. Bon, je suis assez facile à trouver sur les réseaux. Pour ceux qui vont avoir fait leur devoir ce matin, gênez-vous pas pour m'envoyer le lien aussi de votre site. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez mis en place puis les résultats que ça apporte aussi. Moi, je viens vous aider, mais des fois, j'ai pas toujours le rebound de ce qui se passe. Donc, gênez-vous pas pour venir me dire qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que ça a apporté tous les changements que vous avez faits. Bonne idée. J'ai vu passer une question. Oui, ouais, il y a du bois. Y a-t-il des logiciels ou des outils qui nous permettent d'importer des images en lot pour nourrir notre page? C'est difficile à dire sans savoir la technologie. Normalement, en tout cas, je sais que du côté de Shopify, je peux prendre plusieurs photos et les télécharger toutes d'un coup. Du côté d'OooCommerce, je peux pas croire que ça existe pas. Je sais pas. Mais sans la technologie, c'est difficile. Mais normalement, oui, je peux les importer, mais sur une page. Donc, il faudra rentrer possiblement dans chacune des pages pour acheter les images en lot à tout le monde. Importation de catalogue de produits. Ouais, il manque de détails. Peut-être m'écrire en privé, Dubois, j'ai pas le prénom, donc m'écrire en privé, puis on pourra peut-être regarder ça. Et merci pour les autres, super de beaux commentaires. Donc, je n'hésite pas à m'écrire en privé aussi, ça me fait plaisir de vous donner peut-être un coup de pouce dans les prochaines heures, prochains jours. Puis, je vous invite à bien travailler sur vos boutiques en ligne, vous ne le regretterez pas, c'est promis. Super, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas de nouvelles questions. Ben, merci beaucoup, Maud. C'était vraiment très pertinent. Je pense que Merci, c'est gentil, merci de l'invitation. ouais, c'est un sujet d'actualité partout. Demain, si je ne me trompe pas, tu fais une formation aussi avec le CQCD. Oui, je jase beaucoup cette semaine. Donc oui, je suis avec le CQCD demain. Et c'est drôle parce que c'est un peu en partie à la suite de ce qui est vu aujourd'hui. Donc, ça va t'apprendre à rédiger de bonnes fiches produits. Donc, s'il y en a qui sont avec moi demain, on va plus loin dans le volet 4 que j'avais parlé des fiches de produits. Là, on va vraiment en profondeur. Ben, moi, je suis sûre que j'y assiste, je me suis inscrite, mais je voulais vous Ah, cool. inviter aussi les autres à vous inscrire. C'est gratuit aussi et le CQCD est un partenaire de 100% numérique. Exact. Cool. Ben, merci à tous. Merci à toi, Maud, à nouveau. Ça Puis, fait plaisir. comme je disais, je vous envoie la présentation et le lien YouTube. Sinon, surveillez notre site web. On aura de nouvelles formations pour vous gratuitement. Passez une excellente journée. Au revoir.